J'ai découvert la permaculture dans la dernière 2-3 mois de mon baccalauréat à Concordia en écologie et sciences des humains. C'est Human System, the Geography Specialization in Human Environment. Je ne sais pas comment le dire en français, désolé. Et un autre avertissement avant qu'on commence. Je suis assez bilingue, sauf pour le grammaire, épilation et le masculin-féminin. Alors, pour le reste, ça va. Pour moi, j'ai découvert la permaculture en tant qu'une recherche sur YouTube pour un ami qui voulait, que ses parents voulaient faire une ferme. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou tu veux plus comme ça? Ouais. Ça va? OK. Alors, c'était pour une amie qui, ses parents voulaient acheter une ferme de production de dattes, d'années de dattes, et ils allaient faire des monocultures, comme tout le monde fait. Moi, j'avais dit, attends, c'est pas, ça c'est dans le passé, il faut qu'on aille à l'avant. Et elle m'avait dit simplement, ben, donne-moi des exemples et on pourrait les évaluer. Alors, si tu fais une recherche vite fait sur YouTube en recherchant Sustainable Agriculture Jordanie ou Agriculture durable Jordanie, vous allez trouver un documentaire de 5 minutes sur un projet qui s'appelle Greening the Desert. Et ce projet-là, dans son durée de vie, qui est maintenant rendu plusieurs années plus tard, ils ont transformé une région qui était complètement désertifiée. Et c'est pas un désert naturel, c'était désertifié par les humains qui ont venu. Quand on rappelle le Moyen-Orient, on a plusieurs mots qu'on a appris dans l'histoire de comment qu'on appelait cette région-là. C'était quoi? Ben, le Moyen-Orient, c'en est un. Le crescent fertile, c'en est un autre. And then in English, we have the land of milk and honey. I don't know if they have that in French. But tous ces mots-là, ça caractérise une zone qui est en ample production, qui a beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau, beaucoup de fruits, beaucoup d'animaux. Et maintenant, quand tu regardes ces images au début de son projet, il n'y a rien. Il n'y a même pas des arbustes qui tolèrent le sel et la sécheresse et le désert. Alors, c'est vraiment un écosystème qui était appauvri par des applications aveugles un peu de l'agriculture. Alors, lui, il a pris le principe de la permaculture, ce qui est vraiment juste l'observation de la nature, et après appliquer ces observations-là à les problèmes de design que nous on fait face. C'est pas une technique de jardinage, c'est vraiment une philosophie de design. Alors on peut l'appliquer à jardinage, aux poules, aux moutons, à construction d'une ville, gestion des eaux usées, à construction d'une maison passive et plusieurs autres techniques. Vraiment vu que c'est juste un système de design. Alors, dans un monde désertifié, où il y a que de la sable compactée et trop salinisée pour pousser de quoi manger, c'est quoi les éléments qui manquent si on veut faire quelque chose vivre? Des nutriments. Des nutriments surtout. La sable est salinisée, il n'y a aucun nutriment. Alors ça, c'en est un. C'est pas l'autre? Bactéries. Bactéries. Et ça, on va aller plus loin dans les nutriments, mais ça fait partie de cette chaîne, de ce circuit de nutriments. En fait, je vais en profiter pour l'instant. Vous donner un indice. De l'eau. C'est exactement ça. Alors, avec de l'eau et des nutriments, vos jardins, ils vont commencer à pousser, pareil dans le désert. Alors, le monsieur Jeff Lawton, c'est un de mes profs, il a fait une fossé nivelée, c'est-à-dire pas une fossé qui draine d'un côté ou l'autre, mais une fossé qui capte les eaux de pluie et ça stocke l'eau de pluie pendant 24 heures pour que ça percole dans le sol. Parce que dans une région désertifiée, l'eau arrive très vite et très fort, comme nous on voit de plus en plus avec les changements climatiques. Alors l'eau arrive très fort et ça n'absorbe pas dans le sol. Alors, il a créé un système de capturation de l'eau qui va capter l'eau, qui va permettre l'eau à percoler dans le sol. Et maintenant, il a augmenté l'eau souterraine. Alors il a enrichi la banque d'eau pour les plantes qui étaient dans cette région-là, qui pourraient être dans cette région-là. Deuxième chose, c'était le problème de sel et de nutriments. Et dans un sol comme ici, je vais juste prendre un échantillon. Normalement, je vous le forcerais de prendre ça et passer à tout le monde, mais vu le COVID, vous pouvez prendre un échantillon si vous voulez. Si on a une sol bien aérée comme ça, on voit que si on prend un main plein comme ça, il y a quelque chose qui le tient ensemble. C'est pas juste du sable. Parce qu'en fait, une sol de jardin a 3 composants généraux. C'est le sable, le limon et la glaise ou l'argile. Après ça, on a de matière organique et toute l'autre partie qui est partie vivante.
Et dans une parcelle de terre comme ça, 1 cm3, il y a plus d'individus que de cellules dans ton corps. Il y a plus d'individus dans ce même plein-là que d'hommes ou de femmes sur la planète Terre. Alors quand on pense que c'est le sable et le limon et l'argile, on manque un petit bout. Et la science biologique des terres, en ce moment, on parle de le sable, l'argile et quels nutriments qu'on parle souvent. Tu vas acheter une fumier ou quelque chose pour votre jardin. L'azote. L'azote, c'en est un. Quoi d'autre? Il y a 3 numéros, hein? 10, 20, 10. C'est l'azote, phosphore, potasse. Mais réalistiquement, il y a plus que 175 différents minéraux et traces minéraux comme, et là je vais vous perdre en français, mais boron, molybdenum, copper, iron, selenium, tous ces éléments-là qui sont peut-être une partie par milliard. Excuse, ça me prend un bout de fois. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut mesurer les sols pour savoir s'il y a une partie par milliard de molybdenum? Pas vraiment, surtout s'il y en a 175 d'autres à mesurer. Alors quand on commence à mesurer le sol pour l'azote, phosphore, potasse et après appliquer des chimiques, on commence un travaux qui a une énorme quantité de travaux qui nous attendent. Alors réalistiquement, on peut prendre ça comme exemple. Oh, je m'excuse mon ami. C'est un de nos travailleurs, c'est les vers. Alors ici, là-dedans, on a les particules de sable, de limon et d'argile, mais le fait que ça colle ensemble, ça c'est à cause de les gels et les, I think we call them colloids and exudates. Colloïdes, non? Et exudates, non? Exudates? Exudat, ouais, alright, ok. C'est-à-dire, quand on lave nos mains là, à cause de COVID, les bactéries ils se collent après nous à cause qu'ils créent un gel gluant. Fait qu'ils collent après nous, ils collent après les surfaces. Alors pareil, ces gels-là, même si la bactérie est morte, ça permet au sol de garder en forme comme ça. Alors ça, c'est un des éléments qui permet la terre à absorber l'eau et à retenir son forme et son aération, parce que ça, c'est très important. Si on n'a pas de vie dans le sol, on peut avoir du sol très, très, très compact, parce que les particules sont compressées et comprimées, et après, il n'y a plus de vie qui peut passer à travers pour les aérer, où il y a juste plus de vie. Alors, ces éléments-là sont très importants. Alors, dans l'exemple de Jordanie, maintenant, on a de l'eau. Il faut avoir des bactéries pour aider le circuit des nutriments, parce qu'en fait, si on mesure cette sol-là, on prend un test contemporain d'azote, phosphore, potasse, on pourrait voir la quantité d'azote qui sont solubles dans cette terre. Vous avez déjà fait ça? C'est un peu trop scientifique des fois pour les jardiniers, mais quand on a des problèmes, on va le faire parce que c'est ça qui est suggéré aux pépinières et aux places. Mais réalistiquement, qu'est-ce qu'on est en train d'absorber? C'est l'azote qui est déjà en forme soluble. C'est-à-dire quand l'eau vient, la pluie vient, ça va absorber dans l'eau et ça va partir dans les rivières. Ou quand l'eau vient, ça va absorber dans l'eau et les racines des plantes vont l'absorber. Alors nous, on dit que c'est le total de l'azote dans la terre. Mais réalistiquement, si on regarde sur un microscope, cette terre-là, il bouge. Il a plein de vie. Il y a this is where the biology gets me again. Ciliates, non? Ciliates, flagellates, amoeba, tous ces micro-organismes-là, ils sont réalistiquement leur corps et 90% l'azote. Quand ils meurent, ils vont décomposer et donner à nouveau de l'azote sur l'échantillon du sol. Mais notre test chimique, il n'a jamais identifié cette source-là d'azote. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un test de sol qui nous dit que notre sol est affaibli d'azote? Il va y avoir une recommandation en bas, ce qui est de mettre l'azote. Et en quelle forme est-ce qu'il suggère souvent? C'est l'azote chimique, ce qui est un azote en forme de sel. C'est un sel qui dissout très rapidement dans l'eau, pas de sel de table, mais quelque chose qui dissout dans l'eau. C'est-à-dire que ça va dissoudre rapidement dans l'eau. La science des sols non vivants, les sciences conventionnelles, va dire que si tu as besoin 10 livres par hectare d'azote, finalement, il faut mieux de mettre 20 livres. Parce qu'on sait scientifiquement qu'on va perdre 50% quand il pleut.
ça va aller dans les rivières, dans les ruisseaux, dans les lacs. Alors il faut, pour protéger les plantes, il faut mettre le double qu'on a besoin. Cette sel-là, est-ce que vous vous sentez bien quand vous mangez beaucoup de sel? Si vous n'avez pas de rapport avec ça, est-ce que vous avez déjà eu un sans sucre et on met de sel dessus? La raison qu'il n'aime pas ça, c'est parce que ces cellules sont pleines d'eau, ça éclate et ça fait mal. Alors le sel a un pouvoir extrêmement puissant à absorber de l'eau ou attacher à les molécules d'eau. Alors si on met ce sel dans notre échantillon de vie, là, notre échantillon de sol vivant, tous les êtres vivants, les bactéries, les flagellates, ciliates, amoeba, ils meurent parce que leurs cellules ne peuvent pas protéger contre la force qui attire l'eau de ces cellules. Alors, le source d'azote qu'on avait avant, maintenant, il crève à cause qu'on a mis de l'azote chimique. Alors, voilà, on a fait un test, on a dit qu'il n'y avait pas assez d'azote. Maintenant, on a mis de l'azote pour réparer le problème, puis on a tué les êtres qui nous donnaient l'azote dès le début. Quand tu fais la prochaine échantillon, on va avoir même moins d'azote que la première fois. Alors ça, ce petit exemple-là, c'est juste pour faire comprendre que quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans une situation, puis on applique des solutions, on peut causer des problèmes. Alors si on sait que la vie, eux-mêmes, entre eux, sont de l'azote, phosphore, molybdenum et tout, et quand ils meurent, ils nous donnent des nutriments dans notre terre, ben en fait, on veut les tuer pour nourrir nos plantes. Non? Ouais. Est-ce qu'il y a une manière saine de passer cette période de vie pour une bactérie? Comment, scientifiquement, on peut augmenter le taux de mortalité d'une espèce? Sainement et éthiquement. Ben, on augmente le taux de naissance. Alors, si on leur donne de quoi manger, si on donne un peu de musique, un peu d'ambiance, ils vont reproduire, ils vont doubler la population et on aurait une doublure de la taux de mortalité. Alors, on peut, en contrôlant la population d'êtres vivants dans le sol, créer une abondance de ces nutriments qui sont dans le système de déchets de nutriments dans notre terre, dans notre sol, qui va après alimenter nos sols. Mais aussitôt qu'on met des chimiques ou des sels, ça commence à tuer cette cycle. Et ici au Canada, on est dans une zone tempérée où ce qu'on a chaque année, on voit déjà, c'est trop tôt je pense, mais on voit déjà des feuilles qui tombent. Et ça fait qu'on a chaque année une déposition de matière organique sur la terre et on a des sols très, très, très riches en matière organique. On peut faire ces pratiques de labourer la terre et mettre des chimiques pendant 15-20 ans avant qu'on voit vraiment les conséquences. Mais dans les pays tropicaux, c'est 3 à 5 ans qu'on commence à voir déjà des empreintes extrêmement négatives et nocives sur leur terre parce qu'ils n'ont jamais eu ce dépôt de matière organique. Alors là, tout ça pour dire, M. Geoff Lawton, il a réparé le désert en Jordanie en faisant un système qui capte l'eau. Et bien, il a amené des bactéries. Oh, merci. Il faut me dire, hein, si c'est trop, parce que ça a une tendance de promener vers le côté. Comment qu'on nourrit les bactéries? C'est quoi qu'ils mangent? La matière en décomposition? Oui, exactement. Alors comme ici, nous, on a extrêmement beaucoup. On a chaque année les fruits et après les fruits tombent. Il y a les animaux qui mangent les fruits, ils déposent le fumier. Alors on a une couche de fumier et après on a des feuilles secs qui tombent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la technique de lasagne, de jardinage? C'est très Pinterest et Facebook. Alors, ça, c'est basé sur l'observation d'un écosystème tempéré, où ce qu'on a des pommes qui pourrissent et que les chevreuils les mangent. Après, on a une couche de fumier de chevreuil. Alors ça, c'est notre couche d'azote. Et après, on met une couche de carbone. Alors, avec ces deux éléments-là, on nourrit les sols vivants. On nourrit les bactéries, les champignons et tout le reste de cette famille vivante. Alors, il faut tout simplement, dans ce projet-là, mettre de matière organique. Alors, lui, à côté, a trouvé une plantation de bananes. Et les bananiers, quand on les récolte, on coupe l'arbre, parce que c'est pas vraiment un arbre, c'est en tout cas, c'est un buisson qu'on coupe. Et après, il y a une énorme quantité de matière organique. Alors, il a utilisé ça, il a rempli ses swales, ses baissières nivelées, le fossé nivelé, pour 3 km avec de matière organique. Il a planté certaines arbres qui sont tolérantes aux sécheresses. Et après, maintenant, c'est une oasis.
il a des mangues, il a des agrumes, il a des dattes, il a plein de différentes espèces que normalement il ne t'offrait pas dans ces conditions-là parce qu'il a observé les deux facteurs limitants dans cet écosystème qui ne permettaient pas la vie à croître. Alors, ça, c'est pour résumer le processus de permaculture. On passe à l'observation. Si on a un problème, est-ce qu'on a déjà des problèmes dans notre jardin ou dans notre maison, des fuites d'eau, ça fait trop froid l'hiver? Non? Personne? Parce que si vous ne connaissez pas vos problèmes, là, on a des graves problèmes. Là. Mais si vous connaissez vos problèmes, soyez fiers parce que c'est la première étape de découvrir la solution. Parce que c'est un indice dans la direction de focus. Disons vos balcons. C'est quoi vos problèmes sur les balcons que vous avez dans vos jardins ou dans les lots de jardins communautaires? Les écureuils, ok. Je savais ça. Ça allait venir celui-là. Les marmottes aussi? Ok. Alors, les écureuils, c'est une des problèmes que les gens n'aiment pas souvent les réponses. Alors, soyez gentils avec moi. Parce que réalistiquement, pourquoi on a un surplus d'écureuils en ville? Ils ont plein de bonnes choses à manger. Ils ont des abris. Ils ont des abris. Ils ont des maisons dans les arbres. Ah, c'est prédateur. Ah, c'est prédateur. Normalement, ça serait les Canadian Lynx. C'est lynx, bon. C'est toujours le traduction directe quand je ne sais pas. Le renard, c'est un autre. Mais ici, en ville, on n'a pas beaucoup de ces animaux-là. C'est pas on veut pas non plus plein de lynx en ville à Montréal parce que tous nos petits chiens vont disparaître, tous nos petits chats vont disparaître aussi. Alors, cette solution-là, il n'est pas si bien. Mais je vais toucher sur l'abondance de nourriture. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que si on pense à l'écureuil mange quoi? Les fruits, les fleurs, les bulbes, les noix et d'autres petites graines. Parfois, ils mangent surtout des épinettes, les pans, des choses comme ça. Alors, réalistiquement, si on fait un inventaire de la ville de Montréal, la concentration plus haute de nourriture pour écureuils, c'est pas dans les arbres. Parce que ici, est-ce qu'on a des noyers? Dans le fond, on a deux shagbark hickory que je connais dans le coin. On a beaucoup de saules, beaucoup d'érables, beaucoup de pins. Mais la bouffe principale, c'est-à-dire oak, chêne et noyer ou noyer noir, il n'y en a pas amplement dans la ville. Alors après, ils vont venir chercher de quoi manger chez toi. Deuxièmement, quand on regarde, est-ce que vous avez déjà vu l'écureuil qui est chez vos tomates, puis il prend une tomate, il prend un bouchée, puis ah non, c'est pas assez bon, je prends une autre, ah non, c'est pas assez bon. Oui. En fait, moi je pensais qu'il était juste tellement habitué à l'abondance d'une forêt qu'il voulait juste manger les meilleures tomates. Mais réalistiquement, ils ont soif et c'est comme ça qu'ils buvent de l'eau. C'est avec des fruits juteux. Alors si on met juste une petite bol pour les baignades pour les oiseaux, ils vont boire directement là. Ça va réduire drastiquement le dommage de vos tomates. Ouais. Et cette année, moi j'ai fait ça. Il faut avoir de chats dans les parages parce que... Ouais, parce que là tu n'auras plus d'oiseaux. Et plus d'écureuils. Et puis, je sais pas, mon chat, je pense qu'il est chum avec l'écureuil. Je pense que tous les chats de Montréal sont chum avec les écureuils. Ouais, parce que... quand tu vois les chats dans les rues. Surtout les écureuils qui sont gros de même, hein, le chat il dit non, je vais aller pour les oiseaux. C'est ça, exactement. Mais moi, cette année, je mets des seaux de 20 litres, plutôt des seaux de 20 litres pour mettre mon eau, pour que le chlore qu'on met dans l'eau, ça évapore avant que je le mette dans mes plantes intérieures. Et nous aussi, à P3, on a des ventes de plantes. Alors, on arrose toutes nos plantes avec cette eau-là. Cette année, parce que j'ai hébergé les plantes chez nous, parce que le bureau est fermé, j'ai 5 cuves de 20 litres d'eau, parce qu'il faut arroser toutes les plantes qu'on vend. Et j'ai réalisé que cette année, on n'a perdu aucune tomate pour les écureuils. J'ai pas réalisé, mais maintenant, je réalise que j'ai un énorme accès à l'eau. Il y en a un juste en bas de l'arbre où ce qu'il habite. Alors, c'est sûr qu'ils sont en train de venir et boire directement. Il faudrait que je mette une caméra cachée dans la forêt pour voir après. Mais moi, mon théorie, c'est qu'à cause qu'il y a tellement une abondance de l'eau, on n'a pas de problème. Et il y a 2 cours, j'ai un ami qui habite de 2-3 cours de chez nous. Il dit que les écureuils sont là en train de bouffer toutes les tomates. Et moi, j'étais un peu confuse parce que moi, j'ai perdu aucune tomate cette année. C'est vrai, alors, moi, c'est la même chose. J'ai jamais eu de problème avec les écureuils et je fais comme toi, je mets des
t'as un cuve d'eau. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que, tu sais, un écureuil, il vit pas dans ton arbre, il vit dans une forêt, il vit dans le quartier. Alors, il va promener pour l'eau. Mais quand tu as soif, tu te promènes avec une bouteille d'eau souvent. Tu ne vas pas juste fier sur le fait qu'il y a de l'eau dans le coin. Alors, l'écureuil, ils veulent de l'eau assez proche de chez eux. Sinon, ils vont prendre sur les tomates. Alors, l'idée avec la permaculture, c'est vraiment de faire des observations de la nature pour après créer des solutions. L'écureuil, il bouffe souvent nos bulbes, il bouffe souvent... Est-ce que vous avez déjà vu un écureuil qui creuse où ce que vous venez juste de planter? Alors, je viens juste de terminer un livre audiobook qui s'appelle The Hidden Life of Hidden Life of Animals. Il y en a deux. The Hidden Life of Animals, et il parle directement sur des études qui étaient faites sur les écureuils et les écureuils en compétition l'un vers l'autre. Et ce qu'ils font, les écureuils, quand je sais si moi je suis un écureuil puis je sais que toi tu es en train de me checker, je vais faire semblant de planter, de cacher mes graines jusqu'à temps que toi tu pars. Et là, je vais vraiment cacher mes graines dans une autre lieu. Parce qu'ils savent que les écureuils sont en train de voler l'un de l'autre leurs noix. Alors, chaque fois que tu plantes quelque chose, tu sais, ils n'ont pas vraiment la connaissance d'une autre espèce qui ne va pas cacher les noix pour l'hiver. Alors, quand tu plantes quelque chose, ils pensent que tu es en train de cacher des noix. Après, quand tu pars, ils viennent chercher tes noix et des fois, tu vas trouver le semis qui est juste mis à terre. Il n'y a rien de manger, il n'y a rien de bouffer, mais il y a tout un dégât de trou parce qu'il n'a pas trouvé le noix qui était caché. Parce que toi, quand tu fais du jardinage, tu trouves ces noix puis tu te demandes pourquoi elles sont là et tu les as pas récupérées. C'est amnésique un peu. Ça, c'est... OK, on va aller avec celui-là deuxièmement. C'est le gaspillage des écureuils. Ah ouais. Mais alors, l'écureuil, c'est ça. Si on commence à connaître le problème, et vraiment connaître le problème, c'est quoi les habitudes de l'écureuil? C'est quoi les besoins qui manquent dans cette situation-là? On peut commencer à comprendre mieux et après appliquer des solutions écologiques. Alors pour l'écureuil, si vous voulez qu'il ne creuse plus votre jardin, il faut, après qu'on plante, on recouvre le sol avec une paillis et pour qu'ils ne peuvent pas voir les traces de ce que vous avez creusé. Et après ça, ils ne vont jamais plus creuser dans la même place que vous. Chaque fois qu'il y a de la terre creusée, ils vont creuser directement après. Alors disons si on va à l'observation de l'écureuil qui a un système de gaspillage de 85%. C'est-à-dire que 15% des noix et des graines qu'ils cachent en réserve, ils vont manger et 85% ils vont gaspiller. C'est pas vraiment efficace comme système. Disons que les humains, nous, on est au moins doublement efficace. On ne gaspille seulement que 55 à 65% de notre bouffe. Alors on est bien mieux que les écureuils, non? Ben, il faut suivre la chaîne. Alors, où va notre gaspillage de nourriture, premièrement, et où va le gaspillage de nourriture de écureuils? Premièrement, les humains. Ça va où? Et nous, premièrement, je veux enlever cette honte-là quand tout le monde vient de sentir, parce que c'est pas vous, chez vous, dans votre frigo. Il y a une étude qui était faite sur une production... Est-ce que vous avez déjà mangé... souvent, c'était ma grand-mère qui adorait ça, mais en boîte, les fèves, les haricots en boîte. Alors, l'étude vient de cette plante-là. Alors, il y a une usine de production de haricots en boîte qui a reçu 5 tonnes de haricots. Mais là, il y a des haricots qui sont trop longs. Et nous, on ne veut pas des haricots coupés, on veut des haricots avec des bouts. Alors, c'est trop long, ben, il faut jeter. Ah, c'est trop court, ben là, on manque de l'espace dans la boîte. Alors, ils vont jeter. C'est trop large, un gros haricot comme ça, hein, c'est pas ce qu'on veut. On est habitué à des haricots d'une certaine taille. Ils vont le jeter. L'haricot qui aime danser, bon, lui, il jetait aussi. Tout le monde, seulement les droits. En fait, de cette étude-là, c'était 3 tonnes des haricots, des 5 tonnes, qui étaient jetés. C'est une énorme quantité de notre bouffe qui ne se rend jamais sur le supermarché. Et après, dans le supermarché, il y a une énorme quantité qui est jetée dans les dumpsters. Dans ces mêmes années d'études à Concordia, j'avais des années assez dures et j'étais dans le dumpster diving. Puis au début, je me sentais honte parce qu'il y a des sans-abri qui ont vraiment besoin de cette source de nourriture-là pour survivre. Et là, j'entendais un jour un camion qui arrivait et j'ai réalisé que moi, je pensais que c'était le début de la récolte. Et enfin, le camion arrivait, puis dans 5 minutes, toute
le bouffe qui était là aurait été jeté. Il y avait des caisses et des caisses et des caisses de mangue bio. Il y avait des caisses et des caisses et des caisses de... c'est un jus bio en vitre qui est normalement genre 5 ou 6 dollars le litre et c'était expiré il y a 2 jours. C'est effrayant notre système de gestion de bouffe. Et le problème, c'est que cette bouffe-là, il va où après? Il va dans le dépotoir, il est creusé en dessous de la terre, il décompose anaérobiquement. Si on observe la décomposition naturelle des pommes et des fruits, ben, normalement, c'est les arbres qui font tomber ces fruits-là. Qu'est-ce qui arrive dans la nature avec ces éléments-là? Ben, c'est décomposé par les vers de terre, les animaux peuvent en manger. C'est ça. Alors, si les animaux n'arrivent pas, ben, les vers de terre, les bébites, ils vont manger et tout. Alors, ça, c'est une partie, mais c'est la fin du cycle. Normalement, si on n'a pas les clôtures et les autoroutes et tout, il y a les chevreuils, il y a les ratons laveurs, il y a plein de différents animaux qui viennent manger ces fruits-là. Alors, normalement, ces fruits-là sont directement enlevés en dessous de l'arbre fruitier et ils sont transformés en fumier qui, normalement, est remis dans la même place. Alors, on peut voir même là, il y a juste à côté le crotte de mouton, parce que j'ai pris mon échantillon. Alors, c'est un circuit assez vite et assez important parce que ça transforme cette matière nutritive en fumier assez disponible. Je peux mieux de le mettre comme ça va être même plus awkward, mais ça va aller. Toi, il faut absorber la tendance et adapter en conséquence. C'est la permaculture. Alors, disons pour les nutriments et les trucs dans les plantes qu'on enterre en dessous de la terre, là, il n'y a plus d'accès aux animaux pour les transformer. Alors, ça va commencer un circuit de putrefaction, c'est de pourriture. Et quand on fait le pourriture, ben, dans le fond, on dégage beaucoup de méthane, beaucoup d'ammonia, beaucoup de différentes chimiques volatiles qui ont des odeurs extrêmement fortes. Et le méthane est si grave dans les dépotoirs qu'il y a eu des gens qui travaillent dans les dépotoirs qui fument, ils sont morts à cause que le fait qu'il y a eu des poches de méthane qui ont explosé. Alors le méthane aussi, c'est 21 fois plus puissant que le CO2 en tant que gaz à effet de serre. Alors c'est très grave que nous on met 50% de notre bouffe qui aurait pu être au moins donnée à nos animaux, à transformer en bouffe d'animal ou juste nourrir, faire des composts pour alimenter le sol. Maintenant on le transforme en gaz à effet de serre. Alors ça c'est problématique. Revenons à l'écureuil. Qu'est-ce que l'écureuil fait avec son déchet de frigo? Il creuse en terre pour s'assurer que peut-être si l'hiver est grave, il a un stock qu'il peut revenir et chercher. Alors, qu'est-ce qui arrive si on met des graines dans la terre? Ça fait pousser des plantes. Il y en a qui germent. Mais est-ce que toutes nos graines germent? Non. Alors, il y a deux directions là. Oui, que ça germe et non. Alors, si ça ne germe pas, ben, c'est une souris ou c'est un oiseau ou c'est un fourmi qui l'a mangé ou il n'était pas une bonne graine, il a pris trop d'humidité puis il est mort. Il a décomposé. Mais quand il décompose dans la surface ou dans la profondeur du sol qui a encore beaucoup d'aération et ça fait que ça décompose moins anaérobiquement que si on le creuse à très grande profondeur. Si ça germe, ben, on a un arbre. Disons, on va avoir un noyer, parce que je connais les statistiques sur les noyers. On va prendre cette noyer-là, qui va après 10 ans commencer à produire des noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, ils vont être en production pas chaque année, mais quasiment chaque deuxième année pour 150 ans. Et chaque année de production, il va produire 6 camions de pick-up pleins de noix. C'est-à-dire le noix dans le déchet que l'écureuil n'a pas mangé cette année, il a fourni les noix de Grenoble pour tous ses bébés, pour plus que cette génération. Ça, c'est un système de déchets qui est dans le circuit naturel d'un écosystème. Alors, si nous, on était juste pour adapter notre système de déchets à quelque chose qui répond plus à des besoins d'un écosystème, ça pourrait marcher. C'est compliqué quand même de transformer des grands écosystèmes, sauf dans la permaculture, on regarde toujours pour les solutions les plus simples et qui sont déjà en train de se passer. Alors, dans le dépotoir, qu'est-ce qui se passe avec notre compost? C'est en train de fermenter et créer de la méthane. Alors, est-ce que vous avez déjà vu les annonces de Saint-Hyacinthe? Qu'est-ce qu'ils font à Saint-Hyacinthe? Le biogaz ou biométhanisation.
Et vous connaissez l'entreprise Gaz Métro, qui est plus Gaz Métro, c'est Énergir, parce qu'ils sont en train de pivoter tout leur modèle d'affaires pour être un modèle d'affaires d'énergie en gaz naturel et non gaz naturel en soi. Alors maintenant, ils prennent non seulement les composts de Saint-Hyacinthe, mais aussi les matières de humains, les matières résiduelles de humains, et ils mettent ça dans un système de fermentation, juste pareil comme souterrain dans un dépotoir, pour créer de la méthane, qu'après ils vont nettoyer et ils vont l'amener dans les tuyaux pour qu'on peut l'utiliser pour générer chauffage, électricité ou cuisson. Alors directement, on peut observer ce problème-là, même dire à tout le monde d'aller amener tous vos composts chez vous et faire des bonnes tas de compost. Ça, c'est pas efficace comme solution parce que qui ici est très fier de leur compost? Moi, je dirais non. Parce que un système de compost a besoin, pour chaque molécule d'azote, 30 molécules de carbone. C'est-à-dire que si on a des copeaux de bois de printemps ou d'automne, c'est différent. Les feuilles mortes ou les feuilles vertes, c'est différent dans ces ratios de azote-carbone. Alors, si on n'a pas une liste avec tous les ratios de carbone et azote et une grosse scale pour peser les matériels, on ne pourra pas faire des qualités de compost qui sont très, très, très bonnes. Qu'est-ce qu'on arrive avec? C'est des composts qui ont des mauvaises odeurs. Est-ce que vous avez déjà senti des composts avec des mauvaises odeurs? Premièrement, la définition de compost, c'est aérobique. Et s'il y a une mauvaise odeur, ça, c'est une définition de anaérobique. Alors, c'est plus un compost, c'est devenu un tas de pourriture. Et ces odeurs-là, c'est carrément les nutriments qui s'envolent dans l'atmosphère. Alors, on perd nos nutriments. Et l'odeur que votre corps il dit que c'est pas bon, ça, c'est une défense de votre corps pour vous protéger des conditions qui pourraient avoir des parasites, des différentes bactéries et des différents pathogènes qui peuvent te faire mal. Alors, quand on a une mauvaise odeur comme ça, c'est extrêmement important d'écouter notre corps et de ne pas aller jouer avec directement parce que ça peut avoir un problème. Et directement de le mettre dans le jardin non plus, c'est pas super comme idée parce que ça peut en même temps générer des acides ou des alcools qui vont dissoudre les racines de nos plantes. Il y a une de mes proches, j'ai fait des petites cours avec Elaine Ingham, mais elle a dit dans un de ses échantillons de production de compost à grande échelle, elle avait une grosse camion bucket et elle a rentré dans une tas de compost puis ça a explosé parce qu'il y avait l'alcool qui a volatilité et causé une combustion spontanée. Alors, une compost mal gérée, ça peut être très nocif. Alors, on est mieux de juste suivre la chaîne ou le processus naturel, c'est de fermenter, créer du méthane. Et c'est une solution que maintenant on pourrait facilement appliquer à nos villes. À Montréal, on a un projet qui s'avance dessus, c'est pour 180 millions pour créer un centre de biométhanisation pour les déchets résiduels organiques de la ville de Montréal. Alors ça, c'est un système qui est très appliqué pour ce problème. C'est quoi un autre problème qu'on fait face? Là, on a dealé avec des écureuils, on a même le compost. Trop de soleil. Trop de soleil. Pendant quelle situation? Plutôt un balcon. Sur un balcon ou sur un toit. Est-ce que quelqu'un a un toit aussi? Ou même dans votre cour, c'est trop de soleil. Mais trop de soleil, c'est très vague comme description. Alors pour moi, il fallait que je sache un lieu. Parce que trop de soleil avec un balcon, c'est aussi trop de vent. Trop de soleil avec un toit, c'est aussi trop de vent. Et le soleil et le vent, ça évapore l'humidité. Alors si on a un manque d'humidité, ça c'est plus grave que trop de soleil pour certaines plantes. Parce que, j'imagine, vous avez déjà vu, il y a certaines plantes qui ont des feuilles mauves. Ça, pour nous, c'est la même chose quand on prend trop de soleil puis on devient plus foncé. Mélanine? C'est mélanine? Yeah. Le mélanine. Alors, les plantes, c'est le anthocyanine. Ça devient de plus en plus rouge quand ils veulent résister au soleil. Ou bien, comme un érable, j'ai pas d'érable proche de moi, mais les érables, quand ils sont grands, en plein soleil, ils ont des toutes petites feuilles. Et quand ils sont cachés dans une forêt où il y a beaucoup d'ombre, ils ont des grosses feuilles vertes. Alors, les plantes peuvent souvent s'adapter à certaines conditions de soleil. Alors, dépendamment de quelle plante qu'on veut pousser, le soleil, c'est moins important que l'humidité. Parce que quand c'est sec,
Il n'y a pas grand-chose qui pousse, sauf l'aloès ou les cactus. Alors, l'humidité, c'est souvent un des problèmes plus graves pour les plantes qui ont trop de soleil. Et deuxièmement, si la terre est chaude. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des plantes qui montent en graines tout de suite? Alors ça, c'est souvent, soit la plante est mal adaptée à votre condition de soleil, ou que juste, comme le brocoli, il adore le soleil, sauf si la terre est chaude. Si la terre réchauffe, il va monter en graines même avant de faire des fleurettes. Ça va juste passer une étape et aller directement en graines. Alors c'est un indicateur pour les plantes, quand ils montent en graines très vite, c'est une indication qu'ils sont en stress. Et le stress là, dans ce cas-là, c'est la chaleur dans ses racines. Alors comment est-ce que la nature évite que le sol se réchauffe trop vite au-dessus des plantes? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre cette sol-là et le sol de notre jardin sur notre balcon? Alors ici, il y a plein de végétaux qui protègent le sol et si vous mettez vos doigts en dessous, c'est beaucoup plus frais que juste ici. Alors déjà, c'est extrêmement plus humide, mes doigts sont mouillés et c'est plus frais. Alors on a une protection contre la sécheresse et une protection contre le chauffage du sol. Ici, si on va plus loin où il n'y a pas assez de soleil, il y a une déposition de matière organique. Alors cette matière organique-là, non seulement il protège contre l'évaporation du sol, mais il décompose pour nourrir les êtres vivants, les bactéries, les champignons, qui après vont donner plus de nutriments à notre sol. Si réalistiquement on a... C'est quoi les plantes qui montent en graines très vite dans le soleil? Tous les salades. La radis. Le radis. La roquette. La roquette. Hein? Brocoli. Brocoli. Ben, brocoli, c'est... Oui, on a... La solution, c'est justement parce qu'il a besoin de soleil en même temps. Et si tu le mets à l'ombre, il ne va pas vraiment produire beaucoup de brocoli. Mais, si on regarde, c'est quoi le parallèle entre la laitue, les radis... c'était quoi les autres qu'on avait dit? La roquette. Roquette. Les épinards. Est-ce qu'ils ont des toutes petites feuilles comme l'érable dans l'herbe? Ils ont des grandes feuilles vertes. Alors, ils sont bien adaptés à capturer le plus de soleil possible quand il y a un manque de soleil. Alors, ils sont évolués dans des circonstances qui a des manques de soleil. Alors, ça, c'est nous qui ne connaissons pas assez bien cette plante-là. Puis, on pense que nous, on n'a pas assez de lumière et on le met dans le plein soleil. Alors, tout de suite, il va stresser et quand il stresse, ils pensent qu'ils vont mourir. Alors, ils veulent mettre toute leur énergie dans la reproduction pour protéger leur génétique. Alors, ils vont monter en graines. Si à la place, on peut créer des zones où on a plusieurs plantes, on peut créer de l'ombre pour ces plantes-là. Alors, est-ce que vous êtes confortable de promener avec moi pour juste des exemples dans le champ? OK, s'il faut qu'on rapproche, je suggère les masques, mais sinon, je peux ajuster le volume avec ça. Alors, dis-moi si c'est pas assez fort. Alors, ici, on a une bonne diversité de plantes qui ont des différentes formes. Et ça, c'est intéressant qu'on utilise les formes d'une plante pour les mélanger ensemble dans le jardinage. Et ça, c'est une technique qui s'appelle le compagnonnage. On utilise cette technique parce que c'est observé dans les forêts. Alors, si on regarde la forêt à côté, il y a combien de niveaux de production dans cette forêt-là? On voit bien les canopées, les grands arbres. Après ça, c'est quoi? Il y a des petits arbres qui sont à moyenne taille, mais ils ne sont pas énormes. Alors ça, c'est le sous-canopé. C'est la deuxième couche. Vous avez les herbes très, très, très bas. Et c'est des tiges qui ne sont pas ligneuses, ils ne sont pas durs, ils sont comme le laitue. Ça, c'est des herbacées. Alors ça, c'est un troisième niveau. Après ça, on a des arbustes entre deux qui ont des tiges très dures. Alors ça, c'est un quatrième. On a des vignes partout là-dedans qui grimpent. Ça, c'est un cinquième. Après, on a des champignons qui sont dans la terre et des racines comme les tubercules, comme les patates, comme les radis, qui sont en dessous. Ça, c'est le sixième. Et c'est quoi la septième? Canopy, subcanopy, shrubs, herbs. Les couvre-sols. Les couvre-sols, c'est la dernière. On a ici deux exemples de couvre-sols. Une, c'est facile, c'est le trèfle. Et une autre qui est un couvre-sol naturel. Alors, aussitôt dans la nature qu'un de ces 7 niveaux, il n'est pas comblé dans notre plantation,
il va remplir naturellement avec une plante qui a cette même habitat. Alors tu vois là, le trèfle, que normalement dans ces champs-là, c'est semé. Alors ici, il a pris la place, mais aussitôt qu'il n'y a plus de trèfle, il y a un autre couvre-sol qui se met l'un à côté de l'autre. Alors disons si on a une mauvaise herbe qui rentre dans le jardin, et disons le mauvais herbe a cette tendance d'être une couvre-sol. Il rampe, il prend la place. Mais là, si on veut le combattre, il faut mettre une autre plante qui a la même habitude pour faire une frontière et pour bloquer. Alors tu vois, les deux, ils vont plus aller dans cette direction-là, ils vont commencer à aller dans l'autre. Alors on peut contrôler certaines plantes en imitant la nature et créer ces différents niveaux-là. Même si on regarde en dessous de cette plante-là, pareil, il y a beaucoup d'humidité en dessous et il est beaucoup plus fraîche en dessous. Alors, si on a des brocolis, peut-être on peut regarder c'est quoi les bonnes plantes qui sont associées avec les brocolis pour mettre un couvre-sol en dessous. Peut-être si on a, si on a ces autres plantes-là qui ont besoin moins de soleil, le laitue, le roquette, les radis, est-ce qu'il y en a qui pourraient être mis en dessous d'une brocoli? Visuellement, imagine le brocoli, c'est assez grand, hein? Il a des grandes feuilles, mais est-ce qu'il occupe l'espace en dessous? Non, pas vraiment. Alors, on peut mettre, pas le roquette, parce que le roquette aime monter plus haut, mais des laitues on peut mettre et des radis. Alors, les radis, ils ont des grandes feuilles, mais des feuilles qui collent après le sol, et ils sont principalement dans la terre. Alors, si on met les radis autour de notre brocoli, les feuilles vont rafraîchir le sol, ça va réduire le chauffage, ça va réduire la chaleur dans ses racines et ça va plus monter en graines. Alors là, c'est une observation de ce qu'il y aurait naturellement dans une forêt et l'appliquer à notre jardin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut planter des arbres canopés et sous-canopés dans votre jardin. Mais si notre plante, comme les cosmos, c'est notre canopée, mais là en dessous, on aura des carottes qui sont des plantes de racines. On aurait des feuilles grimpantes, il faut les donner des surfaces pour grimper. Alors peut-être des arbres canopés, comme le maïs ici, qui leur donnent une structure verticale pour grimper. Alors tous ces éléments-là, c'est un système qui est vraiment basé juste sur l'observation de la nature. Si on veut un exemple concret pour l'accompagnonnage, est-ce que vous avez déjà poussé des fèves chez vous, des haricots? Toute la famille d'haricots, c'est une famille très spéciale qui a une amitié très forte avec des bactéries dans le sol. Ces bactéries-là ont une capacité de prendre l'azote de l'atmosphère et le transformer en engrais qu'ils partagent avec les haricots. Les haricots donnent un peu de sucre, eux autres ils donnent un peu d'azote. Alors, ces bactéries-là, c'est extrêmement important pour la survie des haricots et des fèves. Maintenant, c'est quasiment la saison des grippes et des rhumes. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger de plus en plus pour éviter qu'on est malade? Il y a une plante, une famille de plantes qui est très importante. Il faudrait demander à nos grands-mères. C'est de l'ail. Qu'est-ce que... Des oignons. Des oignons et de l'ail, c'est la famille Allium. Cette famille-là, il est notamment antibactérienne. Il y a même une cultivar de ail chinois que tu ne peux pas manger parce qu'il a tellement de puissance que ça brûle ta langue. C'est des toutes petites comme ça. Ils le mettent en poudre puis ils prennent ça comme un médicament pour augmenter notre capacité de résister aux bactéries nocives. Alors si on plante de l'ail à côté de nos haricots, ça va bien aller? Non, pas vraiment. Mais en fait, l'ail, il s'en fout. L'ail va juste faire son affaire. Mais il va dégager une antibactérienne dans ses zones de racines qui va tuer le Rhizobia bacteria qui va normalement aider l'haricot. Alors ça, c'est un exemple concret de l'accompagnonnage. Cette plante ici, le clover, trèfle, il est une plante aussi dans la même famille qui fixe l'azote. Et ces plantes-là, souvent les gens ils pensent que bon, une plante qui fixe l'azote, il va partager ça avec tous ses amis. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi le trèfle fixe l'azote? Pourquoi les bactéries fixent l'azote? C'est pour échanger avec le trèfle. Parce que le trèfle, il a besoin pour pousser. L'azote, ça fait des feuilles vertes
Le phosphore, ça fait des fruits. Alors, il a besoin de l'azote pour toutes ces feuilles vertes. Si moi, je veux cet azote dans mes autres plantes, il faut que je prenne ces feuilles vertes, je les tue et je les transforme en paillis pour que j'aide ce circuit-là. Idéalement, je serais un brebis, je serais en train de manger et après, quand vous êtes toutes parties, je ferai un petit don dans le jardin et ça va augmenter la vitesse et l'efficacité de transformation de nutriments dans un circuit. Alors, il y a une autre manière qui est très intéressante dans les sols vivants, c'est que toutes les plantes ne sont pas en compétition, mais ils sont en compétition quand le sol est mort. Et il y a un groupe d'espèces pionniers et des espèces qu'on trouve dans les desserts qui ont des pics, qui sont poisonneux, qui sont en train de résister contre les animaux, le soleil, la sécheresse, l'inondation et tous les stress naturels. Mais ça, c'est juste quand l'écosystème est dans une situation drastique. Alors, nous, on voit beaucoup de choses comme le Robinia pseudoacacia. Ça, c'est le Black Locust. Lui, c'est un arbre qui est fixateur d'azote, plein d'épines. Et tout le monde dit que c'est une arbre envahissante. Mais ça n'envahit aucun écosystème qui est sain, aucun sol qui est riche en nutriments et bactéries. Ça envahit où? Dans les fermes agricoles, où ce que la terre est dénudée d'azote, dénudée de vie et dénudée de matière organique. Alors réellement, il prend de la place dans des écosystèmes où il a de l'avantage. Après, quand cet arbre-là pousse, chaque automne, il va dégager ses feuilles qui ont une certaine quantité d'azote. Ça va nourrir après les bactéries, les champignons. Et il y a un champignon qui s'appelle les mycorhizes. C'est un champignon qui entre dedans les racines de notre arbre, où il rentre dedans les cellules de racines de notre arbre et il fait un lien fort avec pas juste cet arbre-là, mais toute la forêt au complet. Alors si on a du matière boisée comme ça, le copeau de bois ou les matières organiques qui est très lignifié, très dur en bois, c'est extrêmement bien pour nourrir tous les champignons. Si on nourrit ce champignon-là, et peut-être si on n'a pas ce champignon dans le jardin, on peut acheter un produit qui s'appelle Mike, et normalement je ne fais pas de promotion de produits, mais un supplément de mycorhizes, et on amène ça dans le jardin, il va manger, il va propager, il va rejoindre tous les éléments, toutes les plantes de notre jardin ensemble. Et il y a dans ce fameux livre The Hidden Life of Plants, il y a un cas où il y a un arbre dans la forêt qui était coupé il y a 60 ans, il est encore en vie. Il n'a pas de branches, il n'a pas de feuilles, mais il est encore en vie parce que les racines de cette souche-là, il est branché à tous les autres arbres. Et tous les autres arbres, ils prennent soin de cette souche-là parce que ça fait partie de la famille. Et il y a des bénéfices, j'imagine, dans cet échange-là. Alors, c'est très intéressant quand nous, on plante des plantes et on pense qu'ils sont en compétition. Ça arrive seulement quand ils sont des plantes dans la même habitat. Et même dans ces cas-là, ils se définissent leur propre zone. Et si les sols sont très en santé, les sols même et les mycorhizes, ils ont documenté que les mycorhizes, si cette plante-là, il a trop d'azote, il va prendre l'azote surplus et il va le transférer à un autre qui a un manque d'azote, ou de calcium, ou de phosphore. Alors c'est le grand système de réseaux sociaux de partage dans le sol qui connecte, qui relie toutes les plantes ensemble, qui crée un écosystème indépendant, qui est résilient et indépendant. Alors si nous, on a un sol qui n'a pas de matière organique, on a toutes les mêmes plantes comme une rangée de tomates qui sont en train d'utiliser les mêmes profils de nutriments et on n'a aucune vie de sol et aucun champignon. Là, on aurait beaucoup plus d'arrosage parce qu'il n'y a pas de matière organique qui protège l'évaporation. On aurait des plantes qui montent en graines parce que le sol est trop chaud et que les plantes qui aiment l'ombre, ils ne sont pas en dessous d'une autre plante plus grande. On a des problèmes de peste parce que si on a quelque chose qui arrive, qui vient endommager les tomates, ben, il a un buffet de tomates à propager. Alors que si ici on a une peste qui arrive, ben, c'est où le basilic? Ah. Il y a du basilic sacré. Exactement. Alors il y en a un là, c'est le basilic sacré, c'est un peu étrange comme basilic, les gens ils le connaissent moins. Mais si on regarde, ben, si tu étais un peste qui cherche le basilic, ça vous a pris un petit moment. Alors l'insecte qui est confus et qui ne sait pas exactement y aller, ben,
toutes ces plantes ici, je m'excuse. Ici, c'est la Chile millefeuille, yarrow. C'est une plante qui a des toutes petites fleurs blanches. Lui, il attire une peste, un prédateur de peste, qui va avoir le moment de manger cette peste qui cherchait le basilic. Mais si c'est un rangé plein de basilic et il n'y a aucune Achille millefeuille, tu n'as pas d'habitat pour le prédateur et tu as plein d'habitat pour le peste. Alors c'est cette idée-là, et souvent on veut planter, quand on veut planter pour les pollinisateurs, on plante des grosses pivoines, des grosses roses, des grosses échinacées, des bonnes grandes fleurs. Mais une des plus importantes, c'est de premièrement avoir des fleurs toute saison, et deuxièmement, avoir des toutes petites blanches. Et ça, c'est très, très, très important, et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Même celui-là, le basilic sacré, c'est un qui est utilisé dans des tisanes, mais aussi, tu vois comment il y a des fleurs, ça peut augmenter la pollinisation de votre jardin très, très, très efficacement. Est-ce que quelqu'un peut me dire, on a combien de temps qui reste? Est-ce que là, j'ai... 5 minutes? OK. Est-ce que vous avez plus de questions ou de clarifications sur ça? Je suis un peu lancé là-dedans, mais l'idée, c'est vraiment, permaculture, c'est l'observation de la nature et l'observation d'un problème pour après trouver des éléments manquants que nous, on peut ramener pour créer ce circuit naturel. Et on revient toujours à la nature comme exemple, parce que la nature, ça fait des milliards d'années qu'il est là, en train d'évoluer, et nous, ça fait juste quelques mille d'années qu'on est en train de développer ces problèmes-là. Tu avais une question? Oh, oui. J'ai un raised garden. Oui. Puis j'ai des tomates. Puis j'ai comme... Toutes les plants, ils ont toutes comme frisé, puis mauve. Mais il y a le fruit. La tomate... Les feuilles sont... Les feuilles sont comme frisées, puis ils sont venus comme mauve. Oui. Le bout. Est-ce que c'est depuis que la fin de saison a commencé? Non. C'est depuis juillet. Les tomates et beaucoup de plantes, ils ont une tendance de sacrifier un peu des feuilles quand ils sont en production. Alors ça peut que c'est ça, mais il faudrait que je vois exactement une photo de la feuille, parce que si c'est jaune avec des vins verts, si c'est jaune avec de l'orange, si c'est sec au bout, ça veut dire différents indicateurs. Mais toutes ces indications-là sont normalement un manque d'azote, un manque de phosphore, un manque de silice, trop d'eau ou pas assez d'eau. Et si on veut plus de phosphore, il faut faire quoi à notre jardin? Il faut augmenter le taux de mortalité des bactéries. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut faire un fiesta dans le sol. Alors il faut amener de la bouffe et quelque chose à boire et des invités. Alors si tu as du sol complètement sec et quand tu fais le test que j'ai fait avant, que si ça tourne juste en poussière, mais là tu n'as aucune vie. Alors il faut aller prendre des échantillons de vie de quelque part. Il faut amener de la bouffe. Cette matière organique-là, c'est de la bouffe. Et c'est aussi la humidité. Alors ça va garder l'humidité. Parce que quand on a cette matière organique-là, il va décomposer, il va fournir toutes les conditions pour que les bactéries, les champignons nécessaires sont présentes. Quand on achète de la terreau, il n'a aucunement une bonne quantité de matière organique ou de vie. Alors on peut prendre un échantillon de sol ici et amener ça et le mettre dans un tas. Un brebis sauvage. Tu veux mettre ça dans un tas de matière organique et ça, parce qu'il y a 600 milliards d'individus dedans, il va coloniser la matière organique, il va commencer à propager la bonne vie dans votre situation. Alors ça, c'est très important dans vos jardins. Autre question? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu des attaques de chrysomèles incroyables qui ont toutes mangé les courgettes, les Chrysomel is the cucumber beetle. Oui. Yeah. Et ça c'est une des choses excellentes avec la permaculture. Tu n'es jamais obligé de mémoriser parce que dans la permaculture, si on mémorise chrysomel avec puceron et on les confond, ben là on applique la mauvaise solution. Alors c'est mieux d'avoir ça dans un livre, dans un document quelque part, ce que j'ai quelque part, et je pourrais fouiller pour. Mais le pattern, c'est toujours pourquoi il y a une abondance d'insectes. Ben, nous, quand on est malade de semaine après semaine après semaine, il y a un pattern. C'est quoi qui fait que nous, on devienne tout le temps malade? On
on travaille 40 heures la semaine, on n'a pas le temps pour faire la lessive, on est stressé financièrement, on a perdu notre job. C'est des stress qui fait qu'on est plus faible et après, on n'a pas les besoins naturels pour défendre contre ces maladies. Toutes les plantes ont une capacité à défendre contre des maladies et des pestes, mais seulement s'ils ont un sol vivant. Lui, ben, disons, on a une... Where is it? Il y a des courges là. Disons, le courge a le chrysomèle. Et si le courge veut se défendre contre le chrysomèle, il va dégager des sucres de ses racines et les plantes, ils dégagent de tous les sucres qu'ils produisent dans leur vie, 70%, ils les dégagent dans le sol pour attirer certaines bactéries et certains champignons. Mais si tu veux avoir une certaine groupe d'amis à ton potluck, quand on va avoir des potlucks bientôt dans le futur, il faut attirer avec certains types de bouffe, certains types de musique. Alors pareil avec les plantes, ils vont dégager certains types de sucre qui vont attirer une bactérie qui va dégager quand ils meurent un nutriment qui va leur donner la force pour résister contre le chrysomèle. Alors toutes les plantes ont la capacité à s'autogérer les maladies et les pestes, mais seulement quand le sol est vivant. Alors on ne veut plus nourrir nos plantes, on veut nourrir les sols. Et juste pour vous donner un dernier petit point avant qu'on parte, une terre agricole, si c'était la première fois qu'on laboure la terre, on va perdre 45% de tout son carbone qui est stocké en forme de matière organique dans le sol. 45% dans une fois labouré. Alors quand on met de l'oxygène dans notre terreau à grande quantité, ça va bond with the carbon, ça va joindre avec le carbone et ça va sortir en dioxyde de carbone. Alors, si on veut nourrir les plantes, il faut garder le carbone dans nos terres. Alors, on réduit le labourage et on ajoute le paillis et on commence à utiliser les niveaux de plantes. Alors, ça, c'est mon petit résumé. Alors, nourrir les sols et non les plantes. Ça va? S'il y en a qui ont d'autres questions qui arrivent plus tard, comme j'ai dit, moi, je suis fondateur de P3 Permaculture. Vous pouvez toujours nous donner un courriel à info@p3permaculture.ca. Pour les références dont tu parlais, que ce soit le YouTube ou Plantial, oui. Est-ce qu'on pourra les avoir à travers Piquet? Oui, dans le fond, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre quelques liens ensemble et je vais vous partager ça en forme de PDF avec les liens qu'on peut cliquer. Merci. Et je vais donner même un peu plus que j'ai mentionné. Parce qu'une heure, c'est très court pour moi. Moi, je donne des formations de 72 heures et 100 heures sur la permaculture. Alors, une heure, c'est, peut-être comme vous avez vu, c'est juste assez. Mais on fait aussi des consultations de jardin pour les gens qui sont en train de produire un projet ou construire une maison. On fait des grands systèmes comme la gestion d'érosion. On est en train de travailler à Wakefield où on a un système de 1 km qui capte énormément d'eau pour éviter des effondrements de terre. Et si vous avez besoin de l'aide juste dans votre jardin avec certains problèmes, on peut toujours faire des petites consultations et vous aider dans ce cheminement-là.